Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'impasse politique inquiète les acteurs de la société civile en Guinée. Ces derniers se sont donc fixés pour objectif de relancer le dialogue entre pouvoir et opposition divisés sur le calendrier électoral. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle au Togo, la synergie des organisations de défense des droits de l'homme appelle tous les électeurs à se rendre aux urnes le 25 avril prochain. Et puis le 21e siècle a été marqué par une augmentation spectaculaire de la migration estudiantine. Plus de 300 000 étudiants subsahariens intègrent chaque année des universités étrangères. Un gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'UEMOA au chevet du Burkina Faso, des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entameront dès ce lundi 27 avril une mission de solidarité pour le succès de la transition, le renforcement de la paix et la réconciliation nationale au Burkina Faso. Une mission de 3 jours au cours de laquelle les médiateurs de la sous-région s'entretiendront avec le président Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida et le président du Conseil national de transition Mounina Chérif Sy. La sonnette d'alarme en Guinée face à la crispation du climat politique marqué par un bras de fer entre pouvoir et opposition autour du processus électoral. Les acteurs de la société civile se donnent pour mission de relancer le dialogue politique. Objectif, éviter tout embrasement de la situation. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Mobilisation de la société civile pour un dialogue entre les acteurs politiques guinéens. Le principal point d'achoppement de pouvoir et opposition reste le calendrier électoral de la CENI. Il fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections locales à mars 2016. L'opposition souhaite l'inverse et exige avant toute négociation avec le pouvoir l'annulation de ce chronogramme. Un préalable que le gouvernement de Saïd Fofana n'est pas prêt à accepter. La menace d'une nouvelle crise politique dans le pays inquiète la société civile. Une crise similaire a été à l'origine de la chute de la croissance en 2013 et nous connaissons aujourd'hui Ebola qui fait chuter encore la croissance, qui l'a fait passer de 4,5 d'après les prévisions à 2,6. Dans la recherche de solutions de sortie de crise passe d'abord par mettre ensemble les grandes organisations de la société civile autour de la table afin qu'elles puissent parler d'une seule voix. Depuis longtemps, la société civile guinéenne n'avait pas manifesté une telle synergie d'action sur des sujets de préoccupation nationale. Cette mobilisation se fixe pour défi de rapprocher les positions des acteurs politiques pendant que le dialogue semble compromis après l'annonce par le président Alpha Condé à Washington de l'impossibilité d'organiser les élections locales avant 2016. Les leaders de l'opposition menacent de reprendre les manifestations de protestation contre ce calendrier électoral à compter de ce lundi. L'opposition ne fait pas confiance au pouvoir, le pouvoir ne fait pas confiance à l'opposition. Mais à cela s'ajoute un élément fondateur, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion publique par des discours politiques ou des prises de position qui n'ont rien à voir avec la situation réelle. Mais ce qui est majeur, on doit arrêter les manifestations de rue pour le moment et donner une dernière chance au dialogue politique. À Conakry, plusieurs citoyens craignent le regain de violence lors des marches annoncées par les opposants au président Alpha Condé. La dernière tenue il y a une semaine a enregistré un mort du côté des manifestants et une dizaine de blessés. Depuis une semaine, plusieurs plateformes de la société civile appellent les acteurs politiques à dialoguer pour aplanir leurs divergences sur le processus électoral. Le compte à rebours est enclenché au Togo. Le 25 avril prochain, des millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire leur président. Et en attendant, la campagne électorale se poursuit. Les 5 candidats en course s'attellent à convaincre les derniers indécis. Le point tout de suite avec Aimé Fakofi. Au Togo, la campagne pour la présidentielle rentre dans sa 2e semaine. Les candidats appellent la population à aller aux urnes le samedi 25 avril. Un message accueilli favorablement par certains qui semblent plutôt enthousiastes. Mais il y en a aussi qui ont simplement décidé de ne plus remplir leur devoir civique dans les urnes à cette élection. Un choix qui, pour les organisations de défense des droits de l'homme, favoriserait la victoire du parti au pouvoir. Il y en a pour des raisons différentes ne veulent pas le voter. Je donne un message à tous ces gens-là en disant ceci. Leur attitude de ne pas aller voter ne peut pas faire changer les choses au pays. Leur attitude de ne pas aller voter équivaut à ce qu'ils aient voté pour le pouvoir en place. C'est clair.
Alors si vous ne voulez pas voter pour le pouvoir en place, allez voter pour ceux que vous avez des candidats de l'opposition. Cette campagne se déroule dans un contexte de non-opérationnalisation des réformes et beaucoup s'interrogent sur l'issue de ce scrutin, même si généralement les élections au Togo sont suivies de contestations. Ces élections peuvent ne pas suivre de contestation si vous, les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux, font ce qui a été fait au Sénégal, font ce qui a été fait au Nigeria. Dans la capitale Lomé, comme à l'intérieur du pays, les candidats de l'opposition s'investissent pour une alternance. Et le pouvoir de son côté ne baisse pas les bras. Ils seront tous départagés au soir du 25 avril 2015. Et notons que pour superviser le bon déroulement de ce vote, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a déployé ce lundi au Togo une mission d'observation électorale de 100 membres dirigée par Amos Sawyer, l'ancien président intérimaire du Libéria. Le 8 mai 1945, les populations de Sétif en Algérie manifestaient pour leur droit à l'indépendance. De ces rassemblements s'ensuivit une des répressions les plus sanglantes de l'histoire coloniale française. Aujourd'hui, l'Algérie veut se souvenir des victimes de cette période douloureuse. Ibarati Ndiaye. L'Algérie commémore jusqu'à ce mardi 21 avril le 70e anniversaire du massacre de Sétif. Le 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie, les populations à Sétif et également en Algérie manifestaient pour leur droit à l'indépendance. Il s'ensuivit une répression sanglante de l'armée française qui fera des milliers de morts. Cet événement tragique est considéré comme les prémices de la guerre d'indépendance algérienne. En Algérie, les massacres du 8 mai 1945, qui ont touché les villes de Sétif, de Kharrataïd également, sont une tache noire de l'histoire coloniale française en Algérie. C'est une journée noire, puisqu'il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été massacrés. La plupart, c'était des manifestants pacifiques. C'était des manifestants qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie après la victoire des Alliés. Cette réponse violente de l'armée française a un peu éveillé ou renforcé les sentiments nationalistes en Algérie, qui a conduit au déclenchement de la guerre de libération nationale. Quelques années plus tard, c'était en 1954. Pour Seyid Neili, ancien directeur de campagne en France du candidat Ali Benfis, il est important que la France reconnaisse ses erreurs du passé. C'est rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été massacrées, parce que le mot est exact, pour les libertés, la libération de l'Algérie. Déjà, c'est déjà une forme de reconnaissance de ces massacres par l'État français, le fait qu'il y ait une présence, et ensuite l'amélioration des relations entre les deux pays, c'est surtout qu'elles soient économiques. C'est par rapport à ça qu'on pourra juger l'amélioration, et en respectant les citoyens algériens qui sont en France. C'est ça qui fera l'amélioration des relations entre les deux pays. Cette année, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, s'est rendu en Algérie. Il s'agit de la première participation d'un représentant du gouvernement français aux commémorations de Sétif. Dans le reste de l'actualité, 2 militantes de l'opposition gabonaise arrêtées à Libreville. Il s'agit d'Annie Léa-Meillé et de Georgette Toussaint. Elles ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de l'ambassade du Bénin. Le 12 avril dernier, des manifestants y avaient mis le feu après l'annonce du décès d'André Mba-Obam, grande figure de l'opposition gabonaise. Les bacheliers africains sur la route des meilleures universités. Ils sont des milliers chaque année à quitter leur pays pour aller étudier à l'étranger. Le but étant d'obtenir des diplômes internationalement reconnus, gage d'un emploi bien rémunéré. Focus sur l'exemple camerounais dans ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. La jeunesse estudiantine africaine est l'une des plus mobiles de la planète. C'est le constat fait par les experts de l'éducation. Ils estiment qu'environ 6% de cette population étudie dans les universités étrangères. Un taux supérieur à la moyenne mondiale qui est de 2%. Ce choix, guidé par la recherche d'un meilleur cursus académique reconnu à l'international, est appuyé par de nombreuses structures spécialisées. C'est le cas de Enco Éducation à travers son concept sur la route des meilleures universités du monde. C'est important de privilégier la qualité de l'éducation sur la localisation de cette éducation. Je pense que de manière générale, si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie
et leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. Alors ensuite, où sont les meilleures institutions? Si vous regardez au niveau des universités, d'après le classement de Shanghai, sur les 500 premières universités dans le monde, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique. Si parents et étudiants approuvent le passage dans les plus prestigieuses universités du monde, c'est aussi pour que les connaissances acquises servent à développer l'Afrique. En tant que parent, étudier au Cameroun et ensuite aller à l'étranger, c'est la meilleure option. Parce qu'au Cameroun, c'est vrai, il y a des opportunités d'école, mais on a toujours l'impression que les promoteurs sont plus commerçants que éducateurs. C'est bien bon d'y aller fréquenter, mais j'aurais préféré que tous ceux qui y vont reviennent pour apporter ce plus-là dans le pays, dans son pays d'origine ou dans son continent, afin que nous puissions apporter le flambeau africain et camerounais. 300 000 étudiants subsahariens sont régulièrement inscrits dans les universités étrangères. Avec 22 297 pensionnaires, le Cameroun a le 3e plus gros contingent dans un classement dominé par le Nigeria, avec 50 000 étudiants. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.